Lux Radio, il est 9h passé de 56 minutes. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans les matins Lux. C'est le moment de retrouver Louna Salage pour son instant entre les lignes, comme tous les vendredis. Rebonjour Louna. Rebonjour Asma. Un roman haut en couleur si on en croit justement à la couverture, même si on dit justement qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Oui, c'est ce qu'on dit Asma, mais parfois les livres sont fidèles à leur couverture, le cas aussi pour certaines personnes, mais ceci est une autre histoire, n'est-ce pas? Alors parlons plutôt littérature, ça vaut mieux. Le roman d'aujourd'hui est intriguant à plusieurs égards. Alors d'abord, la couverture, vous l'avez souligné, printanière et qui fleure bon la campagne. Ensuite, le titre, la méthode Molotov, on en saura un peu plus après. Et enfin, celles, au pluriel, qui l'ont écrit, car oui, ce livre a été écrit à 4 mains. Une écriture à 4 mains. Voilà, qui n'est pas vraiment commun, ça veut dire. En fait, c'est une pratique plus répandue qu'on le pense, et elle concerne des auteurs et des autrices autant classiques que dans le paysage contemporain. Alors pour celles et ceux que le sujet des écrivains et écrivaines en duo intéresse, il y a un essai très instructif intitulé « Nous et un autre », E et EST bien sûr, enquête sur les duos d'écrivains, également écrit en collaboration par Michel Lafon et Benoît Peters, et publié en 2006 aux éditions Flammarion. On y apprend, entre autres, que l'écriture collective trouve sa source dans des relations familiales, comme c'est le cas des frères Goncourt, dans des relations amoureuses, comme pour Lars Kepler, nom de plume pour le couple suédois, auteur de romans policiers alias Alexandra Coelho et Alexander Andoril, ou dans des relations amicales, comme pour Giacometti Raven, pseudonyme derrière lequel il y a Jacques Raven et Eric Giacometti, auteurs de thrillers ésotériques. Et c'est le cas aussi, ces relations amicales, pour ce livre La méthode Molotov, écrit par 2 femmes cette fois-ci, Frédéric Le Romancé et Frédéric Martin, et publié en octobre dernier aux éditions Michel Lafon. Alors, ce type d'écriture doit exiger, j'imagine, une grande fluidité, une totale complicité. En effet, je citerai ce que dit Frédéric Martin à ce sujet. Je cite donc, comme le dit si bien Frédéric Le Romancé, Fred et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois. J'aime la finesse de sa formule, l'apprivoisement mutuel qu'elle sous-tend et les inéluctables découvertes à venir. C'est intelligence à l'œuvre quand une relation cherche à s'inscrire dans la durée. Oui, les 2 Fred se sont rencontrés plusieurs fois avant de se lancer dans une destinée qui les lie en marge de leur écriture individuelle respective. Il fallait d'abord tisser des liens pour tenter ce pari fou d'être 2 équilibristes sur un même fil. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes, les pieds sur terre, l'air dans ma tête équilibré est une attitude, je suis un funambule. Et qu'est-ce que ça donne donc, ce jeu d'équilibriste funambule? Un roman avec cette phrase écrite en gras sur la 4e de couverture qui dit « La liberté commence quand on sait reconnaître son propre désir ». Et cette liberté, ce désir, c'est ce que va découvrir Petroni, jeune femme quarantenaire. Alors mère de famille au foyer, elle a choisi de laisser ses aspirations professionnelles au placard pour s'occuper de ses 2 enfants en attendant de penser à un autre schéma, sauf que le provisoire dure depuis 20 ans. Elle étouffe sous la charge de travail, les courses, la cuisine, l'intendance, les lessives, le transport des enfants, le ménage, sans vraiment en prendre conscience au début du livre, jusqu'à ce qu'un soir, ce soit une blague, une remarque de trop de son mari Bruno. C'est la goutte déplacée qui fait déborder le vase de sa patience. Une colère trop longtemps retenue bouillonne en elle. Elle ouvre la portière de sa Mini bleu pétrole d'un grand geste brusque, y jette son Birkin fauve et s'engouffre dans l'habitacle. Elle ne lève pas les yeux pour vérifier si Bruno la regarde sortir de sa place attitrée en projetant une gerbe de gravier. Ses doigts sont tellement crispés sur le volant que ses articulations blanchissent. Elle s'est levée, s'est tapée toutes les corvées et tout ça pourquoi ? C'est à peine si sa fille lui a dit au revoir, si son fils lui adresse la parole et en prime, son mari insinue qu'elle se néglige. Qui néglige qui dans cette baraque ? Qui ? Elle enfonce le MP3 de l'autoradio et profite d'un feu rouge pour chercher frénétiquement le morceau qu'elle veut, dont elle a besoin maintenant. Elle pousse le volume à fond, elle braille par-dessus la voix du chanteur, même si le morceau est dépassé, même si ce n'est plus de son âge, même si son accent est pourri. Elle rate la sortie qui lui aurait permis de rentrer chez elle, mais elle commence à peine à se sentir plus légère. Les imposants bâtiments classiques ont été remplacés par de hautes tours aux couleurs délavées. Elle ne connaît pas ses quartiers, autant continuer sur sa lancée. Elle sélectionne la lecture aléatoire de sa playlist et poursuit sa route. Et où va Petroni justement? Est-ce qu'elle le sait? Ah non, et d'ailleurs, elle se retrouve précisément à la tombée de la nuit, au milieu de nulle part, en panne sèche d'essence. C'est là qu'elle croise le chemin d'un autre personnage clé de cette histoire, Jeanne. Jeanne est quasi octogénaire et dirige un lieu d'accueil pour les âmes en détresse, pour les personnes en fuite ou en suspens, un lieu appelé le refuge, niché en pleine campagne, loin de tout réseau mobile et encore moins de wifi, devenu l'incontournable des incontournables. Alors le hasard, le destin ou la vie, en fonction des convictions de chacun et de chacune, font que cette rencontre se fasse le jour même d'un funeste anniversaire, celui de la mort de Marie-Carmen, la compagne de Jeanne. En découvrant Petroni coincée dans sa voiture, elle lui propose de passer la nuit au refuge. Tout oppose les deux femmes.
Et je ne parle pas que de l'âge, Asma. Jeanne est aussi brusque dans ses remarques que Petroni est dans la retenue. La première est connectée à la nature et cultive son jardin, quand la seconde ne fait pas de différence entre du thym et du romarin. Mais elles ont plus de points en commun que l'on pourrait le croire, étant toutes les deux à un certain carrefour de leur existence. Des carrefours comme on en connaît tous et toutes à certains moments de nos vies. Comme le disait Benjamin Button dans son étrange histoire. Parfois on va droit à la collision, et on n'en a pas conscience. Que ce soit par accident ou par dessein, nous ne pouvons absolument rien y faire. Une collision qui va, j'imagine, être salvatrice pour les deux protagonistes, Petroni et Jeanne. Alors pour elles deux, ainsi que pour les autres personnages de cette histoire, parce que je me doute que vous, Asma, je le vois à votre regard, comme les auditeurs et auditrices de ce vendredi, vous vous demandez encore qui est Molotov. Alors bon, on va arrêter le suspense. La Molotov de son vrai nom, Brigitte, est l'une des pensionnaires provisoires de ce refuge que va croiser Petroni. Fantasque, ancienne danseuse, je cite, stripteaseuse parce qu'elle préfère se mettre à poil devant ses propres clients que devant un patron. Elle est de toutes les luttes et refuse de décrocher malgré son âge avancé et son bras dans le plâtre. La Molotov est affublée de Kiki, un freux, autrement dit une corneille qui, comme vous le savez sûrement, ressemble au corbeau. Ce freux donc ne la quitte jamais. Petroni fait aussi la connaissance de Bassem, un réfugié de passage en fuite et au passé terrible, sans oublier d'autres personnes du village comme Mylène la coiffeuse aux multiples talents ou Pierre le médecin. Vous voulez dire que finalement Petroni va rester dans ce lieu ? Elle y reste par instinct, car malgré l'aspect rébarbatif et un peu vieillot du refuge, elle sent qu'elle a besoin d'une pause pour réfléchir, pour tenter de penser à ses limites loin du train-train quotidien et des injonctions multiples et souvent contradictoires qui l'oppressent. Au refuge, la seule injonction pourrait être cette fameuse phrase que j'ai citée tout à l'heure, la liberté commence quand on sait reconnaître son propre désir. Découvrir ses propres désirs, ce dont elle a envie de faire ou ne pas faire, sa place, ce qui lui convient ou pas, c'est le cheminement de Petroni, mais aussi celui de Jeanne qui, se relevant à peine de son deuil, se pose sérieusement la question de vendre ce refuge dont la responsabilité est devenue trop lourde pour ses épaules. Alors dit comme ça, Asma, vous avez peut-être l'impression que le ton de ce roman pourrait être grave ou austère, et pas du tout. L'écriture est drôle, légère, les répliques parsemées d'humour et aussi haute en couleur que les différents personnages, tous très attachants. Tenez, ce dialogue dans lequel la Molotov interpelle Jeanne justement à propos de l'avenir du refuge. Sans toi, sans ton refuge, le gars qui me dérouillait aurait sans doute fini par avoir ma peau, Jeanne. Et tu veux vendre aux abrutis des martels ? Mais on va où aller, Kiki et moi ? Tu sais que je préfère crever maintenant que de finir dans un miroir. Je ne veux pas me retrouver avec une couche sanglée dans un fauteuil au milieu d'un tas de vieux déglingos bouffés d'escarres et camés à mort par l'industrie pharmaceutique. Tu connais le sens du mot exagération ? C'est le synonyme d'anticipation. Et Bassem, tu as pensé à lui ? C'est précisément la raison pour laquelle je veux vendre. Parce que j'en ai marre de prendre les autres en charge. Les autres, je n'en peux plus, Brigitte. Les autres me tuent. La Molotov a un moment de recul quand elle aperçoit que sa vieille amie est en train de pleurer. Moi aussi je suis vieille, je suis fatiguée, renifle Jeanne. Je me suis battue toute ma vie, j'ai recueilli des gens sans arrêt. Ils fuyaient tous quelque chose. Mais ce quelque chose nous a rattrapés finalement. Et Marie-Carmen est morte. Alors moi je veux juste aller dans ma bergerie et attendre la fin, c'est tout. Puisque ça va finir dans le sang, puisque rien ne sert à rien, on n'a pas changé le monde, Brigitte, il poursuit sa lancée. Tu l'entends pas crier le monde ? Moi j'entends plus que ça. Ben dis donc, toi t'as rencontré le collapsologue et ils t'ont refilé le bourdon. Et qui c'est qui exagère maintenant ? Alors en dépit des caractères bien trempés que l'on devine, l'on sent beaucoup de tendresse quand même. Alors oui, ce roman est une bouffée d'air de solidarité, d'entraide et de gentillesse, terme que je préfère à la cigale vaudée bienveillance, une bouffée d'air joyeux où des gens, femmes comme hommes, arrivent à leur point de rupture et choisissent comment se relever parce que ils et elles préfèrent se relever au lieu de baisser les bras, au lieu de se laisser survivre, puisqu'en se laissant survivre, on ne vit pas vraiment. Une bouffée d'air de folie avec le fantasque de la Molotov, les dialogues parfois de sourds, les répliques épiques bien senties, les confidences échangées. Une bouffée d'air d'amour aussi et d'amitié puissante qui transcende les générations, les classes et les étiquettes que l'on adore, n'est-ce pas, poser sur les gens. Une bouffée d'air qui fait autant plaisir au lecteur ou à la lectrice qu'elle l'amène à suivre pas à pas les réflexions de Petroni, sa redécouverte d'elle-même et la manière avec laquelle elle remet un peu d'ordre dans sa vie et celle de sa famille. Ça fait beaucoup de bouffées d'air, j'en conviens aisément, mais Asma, n'avons-nous pas besoin parfois, souvent, le plus souvent possible, de ces respirations qui nous connectent à nos émotions, à nos rêves d'espoir, à notre humanité, tout simplement. Le tout dans un formidable décor où la nature a tous les droits, dont le plus important, celui d'être respecté et sans wifi, évidemment. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.
Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Merci en tout cas beaucoup, Lubna, pour le trop-plein de bouffées d'air ce matin. On en avait vraiment besoin. Ça permet de démarrer le week-end sur une note positive. Allez, un chouïa positivité, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Alors, je rappelle que il s'agissait ce matin de ce roman La méthode Molotov, écrit par les deux Fred, Frédéric Martin et Frédéric le romancier. Il est paru aux éditions Michel Lafon. Et j'ajouterai une confidence à Asma, la suite serait en cours d'écriture par ce duo d'écrivaines, ce qui promet d'autres rebondissements tout aussi rafraîchissants. On suivra ça évidemment de près.